à tous, quel plaisir de se retrouver sur le plateau de Roue Libre, l'émission cyclisme de la First Team. Ça fait plusieurs semaines, voire même quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Eh bien là, on est de retour enfin. Regardez ce plateau qu'on a plaisir à retrouver, à occuper avec mon Polo, avec Benoît qu'on va vous présenter. Comment ça va mon Polo? Est-ce que tu es en forme? Je suis vraiment très heureux et comme vous le diront toute l'équipe de la First Team, je ne parle de cette émission depuis une semaine sans arrêt, que ce soit en soirée, en journée ou ailleurs. Donc là on y est, je suis très heureux d'être là et très heureux de pouvoir reparler vélo enfin cette saison. On se retrouve sans Robin Vatrin qui est Pourquoi il est pas là, Robin? En ce moment il est en train de couler une belle vie du côté de l'Argentine. Ouais. Il passe quelques mois, il se ressource. Il a besoin de se ressourcer pour revenir plus fort. Tout simplement. Ouais, Robin est en Amérique du Sud où il fait un petit tour, il visite et il reviendra fort pour le début du Giro, je pense. Avec nous, donc pas d'inquiétude, il reviendra très vite. Il ne nous quitte pas. Mais on n'a aucun problème dans Roue Libre parce que si quelqu'un de qualité n'est pas là, on retrouve une autre personne de qualité et donc on vous présente Benoît Vitek qui est donc journaliste spécialisé en vélo, ça peut servir, mais surtout à Eurosport notamment. Comment ça va Benoît? Ça va très bien, merci. J'ai fait une petite préparation en Argentine aussi, je recommande. On attaque la saison en pleine forme après. Comme Julien Alaphilippe, voilà. Comme Remco Evenepoel. Sauf que Julien Philippe d'ailleurs est tombé malade en Argentine. Enfin, on en reparlera. Je ne vais pas faire l'émission avant de faire l'émission. Excuse-moi Joseph, je te laisse dérouler ton Ça va être notamment l'objet du débat. Mais d'abord, avant de présenter Polo, l'émission, ce dont on va parler pendant 45 minutes, tu vas nous dire un peu ce qu'on va faire cette saison dans Roue Libre parce qu'il y a quelques changements et quelques événements. Exactement Joseph. Alors déjà, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi on revient si tard dans la saison parce que cette année, voilà, on va être honnête, il y aura moins d'émissions pour différentes raisons qu'on vous expliquera au cours de l'année. Mais il y aura moins d'émissions parce qu'on veut vraiment se reconcentrer sur les événements, les gros événements de l'année. Les gros événements, c'est quoi? Ce seront les belles courses d'un jour. Je pense à Paris-Nice déjà. Je pense au Dauphiné. Je pense au Monument comme Milan-San Remo qui va, on espère, avoir lieu, mais il y en aura d'autres dans la saison. Et surtout les grands tours. Et en point d'orgue, le Tour de France, où là, par contre, ne vous inquiétez pas, on retrouvera notre quotidienne comme on avait fait l'année dernière avec Robin. Donc voilà, cette année, Roue Libre va vraiment se concentrer sur des événements précis, sur des gros événements. On sera surtout sur du débrief plutôt que sur des émissions classiques hebdomadaires. Donc voilà, ce sera comme ça qu'on va fonctionner cette saison et ce sera déjà très très bien pour nous tous. J'en suis certain qu'on va se régaler, mon Polo. On regarde ce qu'on va faire aujourd'hui. Plus particulièrement, vous allez voir que le programme est chargé parce qu'il y a énormément de sujets à aborder. On va commencer par un débat sur les deux hommes qui vont rythmer le cours de la saison. Forcément, c'est Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot en se posant une question, sont-ils capables tous les deux de faire mieux que la saison dernière? Il y a 5 coureurs qu'on va évoquer, vous allez les découvrir. Il y aura notamment Romain Bardet, je vous laisse la surprise pour les suivants et un top flop. On va un peu donner nos avis sur le début de saison, savoir ce qui nous a plu, ce qui nous a un peu moins plu parce que l'émission, c'est vrai, la saison a déjà un peu commencé, mon Polo. Donc, ça. Et déjà énormément de choses à dire. Donc, un gros top flop avec des sujets très intéressants. Et on a déjà envie d'en parler. Donc, voilà, ce top flop va servir un peu à ça. Et forcément, il y aura un premier quiz cette saison avec Benoît qui sera en affrontement avec Polo. Voilà, exactement. Mais j'y crois. Hein. Robin n'est pas là. C'est le moment de prendre de l'avance sur lui pour le quiz. Hein. T'as révisé préparation hivernale. Je sens qu'il y a un gros contender en face de moi quand même. Je peux rassurer. Hein. Pas sur mon faciès. La reprise belge arrive, fallait bosser quand même. Donc voilà, vous avez tous les éléments de la saison, tous les éléments de cette émission qui commence donc avec un débat Pinot Alaphilippe. C'est parti. Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot, les deux coureurs qui vont particulièrement nous intéresser tout au long de la saison. Et cette question que je répète donc, vont-ils faire mieux que la saison dernière? Polo, tu vas commencer bien évidemment à prendre la parole parce que ce sont deux coureurs que nous adorons. Et ils nous ont fait rêver la saison dernière et cette question-là. En commençant, est-ce que tu veux commencer d'abord par parler de Julien Alaphilippe ou de Thibaut Pinot? Ce que je te propose, c'est qu'on commence par Julien Alaphilippe. Ouais, on va commencer par un petit tour de table de savoir ce qu'on pense de Julien Alaphilippe et de sa saison à venir. Exactement. Ça va être une saison très différente pour Julien Alaphilippe cette année qui va notamment se tester sur les Flandriennes. De base, ce sera difficile de faire mieux que ce qu'il a fait l'année dernière. On le rappelle quand même. Bon, là, déjà, on a son programme. Donc, boucle de Romardèche, c'est la première fois depuis 4 ans que Julien Alaphilippe participe à une course non World Tour en France. Donc, ça, c'est cool pour nos amis français du coin. Paris-Nice, donc, dans 2 semaines. Le Tour de Flandre, donc, je disais, les Flandriennes. L'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Et puis après, le Tour de France, mon Dieu, aux Jeux Olympiques, le triptyque qui fait rêver. Il part de loin parce que ça va être dur de faire mieux que l'année dernière, je le disais. Milan-San Remo, un Tour de France
fantastique, des victoires à l'appel un peu partout où il est passé. La question à se poser, c'est de savoir comment il peut faire mieux et par quoi ça va passer, par quel genre de victoire ça va passer, par quel genre de performance ça va passer. Moi, sur les Flandriennes, on voit ça son derrière. D'ailleurs, merci beaucoup Ben. Donc 60 jours de course, presque 11 000 km, 12 victoires, 2 étapes du Tour, Milan-San Remo et la Flèche Wallonne. Moi, s'il veut faire le mieux que l'année dernière, c'est pas forcément gagner ce qu'il a gagné l'année dernière. Milan-San Remo, de toute façon, il n'y participe pas, qu'elle ait lieu ou non, que la course ait lieu ou non. La Flèche Wallonne, il l'a déjà gagnée. Deux fois. J'avais un doute sur la deuxième. Qu'il a cherché Liège-Bastogne-Liège. Un vrai monument ardennais comme ça. On pourra déjà dire qu'il a, si ce n'est fait mieux, au moins égalisé en termes de palmarès, en termes de beauté, de victoire la saison dernière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, mais moi j'aimerais bien une belle victoire sur Liège-Bastogne-Liège pour la FIP cette saison. Ouais, parce qu'il y a déjà ce premier élément, c'est que dans son programme, Julien Alaphilippe, c'est qu'il n'a pas annoncé un programme sur toute la saison, comme a pu le faire Romain Bardet, on l'évoquera tout à l'heure. Il a parlé d'un programme déjà sur la fin des classiques. Et sur ces classiques, il y a la surprise du Tour des Flandres. Qui est super intéressante. Voilà. Est-ce que toi, Benoît, tu penses qu'il peut faire mieux que 3 classiques? Je rejoins pas mal Paul, en fait, c'est au-delà de difficile de faire mieux, je pense même que c'est impossible. Il est devenu la star numéro 1 à l'échelle mondiale de son sport. Il a cartonné sur tout un tas d'épreuves. Son printemps, c'était absolument fantastique. Il marchait sur l'eau. Tour de France, il fait encore autre chose, mais c'est extraordinaire aussi. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, avec Julien Alaphilippe. Si on regarde tous les ans, il tente de nouvelles choses et il a une approche différente. Et là, cette année, il va pas essayer de faire mieux, il va essayer de faire différent. Et différent, c'est forcément intéressant quand on a un mec comme Julien Alaphilippe qui a des jambes forcément, mais qui a aussi du charisme, un caractère particulier et qui est capable d'animer des courses. Le voir se tenter sur le Tour des Flandres plutôt que c'est étonnant ça, parce que c'est étonnant, mais c'est étonnant, c'est intéressant quand même. On a vu. Il y a une vraie question. Qu'est-ce que c'est que le coureur prototype pour gagner sur le Tour des Flandres? L'année dernière, on a vu Valverde s'y essayer pour la première fois à 39 ans. Et fait top 10. Et il fait top 10 et tu te dis, s'il l'avait fait un peu plus tôt dans sa carrière, Valverde, il pourrait être le premier Espagnol au palmarès du Tour des Flandres. Là, Alaphilippe, des Français au palmarès du Tour des Flandres, il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y en a 3, si je ne dis pas de bêtises. Et le dernier, c'est Jackie Durand, 1992. Là, Julien Alaphilippe, il y va en plus avec une équipe qui sait faire, la Quick Step, le Tour des Flandres, on va pas faire un dessin, et une équipe qui a amené un mec comme Sylvain Chavanel, justement, dont le début de carrière n'était pas nécessairement un début de carrière de Flandrien. Et il a fini 2e du Tour des Flandres, une année où même il aurait dû le gagner. Il aurait dû le gagner s'il n'avait pas attendu notre ami Tom Boonen. Et justement, il y a une différence, c'est là que c'est intéressant aussi. À l'époque, Chavanel, il a dû s'incliner devant Tom Boonen. Aujourd'hui, la star numéro 1 et le leader du Wolfpack, même si c'est le Wolfpack, on est opportuniste, tout le monde joue pour tout le monde, mais le numéro 1, c'est Alaphilippe. C'est clairement Julien Alaphilippe. En tout cas, lui, il a numéro 1 sur les Flandres. Lui, ce qu'il veut, en tout cas, c'est peut-être un peu relâcher la pression autour de ce Tour des Flandres que tout le monde attend. Il va être une des stars du Tour des Flandres. Et il dit, le Tour des Flandres, c'est une course qui m'a toujours fait rêver. On m'a bien demandé que ce ne soit pas mon objectif numéro 1 cette saison. Je dois en garder sous le coude pour les Ardennaises. On sent qu'il y a quand même une pression de son équipe. Ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration de Je ne sais pas, moi je lis notamment quand je vais sur des forums belges, c'est pas vu d'un très bon œil que Julien Alaphilippe prenne ce rôle de leader de la Quick Step sur les Flandriennes. Et je pense qu'en interne, il le dit très bien d'ailleurs, et je pense que c'est bien aussi qu'il n'en fasse pas son objectif principal, parce que moi je pense que ses chances sont quand même plus importantes sur les Ardennaises, et notamment Liège-Bastogne-Liège, une course sur lequel il se casse les dents depuis maintenant quelques années, qu'il a vraiment envie de gagner, qui se teste sur le Tour des Flandres, comme l'a fait Valverde l'an dernier, pour un rôle de coéquipier peut-être pas, parce que c'est pas dans son tempérament, même s'il le fait très bien au sein d'une équipe dont le collectif est vraiment magnifique, il n'aura pas de problème à le faire, mais sur une course comme ça, je veux pas le voir en coéquipier, je veux le voir se tester, aller au bout de ses limites sur ce type de course, mais quand même en garder sous la pédale, pour aller chercher une belle victoire plus tard sur les Ardennaises et sur Liège-Bastogne-Liège. J'aimerais bien, je pense que comme lui, il ne faut pas qu'il mette tous ses deux dans le même panier, surtout que la saison va être très longue pour lui. On sait qu'il a du mal à terminer ses saisons en règle générale. Il y a des gros objectifs, notamment après le Tour de France qui arrive. Voilà, ne pas trop se disperser, voir ce qu'il peut donner sur le Tour des Flandres et peut-être d'ici 1-2 ans arriver en tant que favori numéro 1 sur cette course. Vous êtes déçu de ne pas le voir faire le Milan-San Remo notamment, qui, on le rappelle, est fin mars. C'est un véritable changement. Alors, comment vous l'interprétez? Est-ce que vous êtes déçu de ne pas le voir? Déçu, non. Enfin, forcément. Milan-San Remo, c'est un des plus beaux rendez-vous de la saison. Les 15 derniers kilomètres, même on pourrait remonter un peu avant. C'est intense comme jamais. Et Alaphilippe, on l'a vu plusieurs fois
créer de la course, du mouvement et rendre Milan-San Remo épique comme très 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 peu de rendez-vous dans la saison. Maintenant, ça fait partie de cette logique. Retourner sur Milan-San Remo, il y a gagné son premier monument, ça y est, il est rentré dans la classe des vainqueurs de monuments grâce à Milan-San Remo, qu'il aille faire autre chose. C'est la logique à la Philippe, le trublion qui renverse tout, qui casse les codes. Il a gagné son monument, il va essayer autre chose. Pareil pour ne pas défendre son titre. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Benoît aussi. Exactement, enfin même je suis même pas assez d'accord, je suis même complètement d'accord. Il a gagné son monument à Milan-San Remo, il se lance d'autres objectifs, il se fixe d'autres objectifs. Je trouve ça même très cool et ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit du gars et sur la confiance qu'il a en lui et sur comment on appelle ça sur son état d'esprit de vainqueur, tout simplement. J'ai cherché le mot sur son ambition. Ça se retrouve aussi dans la manière dont il approche le Tour de France cette année. L'année dernière, on l'a vu faire top 5, menacer des gars comme Bernal jusqu'au bout, jusqu'à 2 jours de l'arrivée, et vraiment créer le doute chez Sky, plus peut-être que d'autres coureurs qui sont dans le même registre qu'eux, mais dont ils savent qu'ils sont moins forts. Cette année, il y va pas en disant bon bah maintenant je vais pour gagner le Tour. Il y va toujours en se disant moi je suis là pour créer de la course, pour apporter des choses différentes. Je vais me servir du Tour de France pour la préparation des Jeux Olympiques aussi, des Mondiaux. Il n'est pas dans cette logique de palmarès. C'est un mec qui s'éclate sur le vélo, c'est vraiment sincère ça. Et du coup, ça se retrouve aussi dans son approche. Et c'est aussi ça qui fait qu'on aime Alaphilippe, qu'on aime le vélo plus en France. Aujourd'hui, on aime plus le vélo qu'il y a 3 ou 4 ans peut-être. Et Alaphilippe, il y est pour beaucoup. Mais cette approche, il y est pour beaucoup. Il y a un truc quand même d'assez mystérieux, je trouve, dans ce début de saison. C'est qu'il n'est pas en forme en tout début de saison au Tour San Luis notamment, au Tour de San Juan, pardon. C'était l'ancien Tour San Luis maintenant. Ouais, voilà, c'est pour ça. Au Tour de Colombie, il a bâché notamment en Argentine. Là, il fait pas Milan-San Remo, il déplace un peu son pic de forme. Et attention, il était en forme au Tour de Colombie. Il dit pas vraiment, ouais, mais peut-être un peu moins que les autres saisons. Pas de victoire. Peut-être un peu moins. Il arrive sec. À Liège, il est sec l'année dernière. Donc je sais pas. J'ai l'impression que son programme, il est assez mystérieux, il cache un peu son jeu, et notamment sur le Tour de France, il n'annonce pas s'il y va très clairement. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec le fait que le parcours peut lui convenir, mais pas parfaitement comparé à un Thibaut Pinot qui sera clairement favori. Alors, ta question, elle est en... Vas-y, Benoît. Voilà. Ta question, elle est en 2 temps. La première, c'est... Est-ce qu'il retarde son pic de forme ou machin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé un Alaphilippe, notamment sur une étape, l'étape où il se fait battre au sprint par Higuita, d'ailleurs, il me semble. Je l'ai trouvé très fort parce que c'est lui qui fait la course, encore une fois, et c'est lui qui je trouve, cette étape a un moteur incroyable. Après, forcément, face aux Colombiens, qui sont toujours hyper préparés en début de saison chez eux, sur des étapes de montagne à très haute altitude, il peut pas rivaliser. Après, ta question sur le Tour de France, elle est intéressante et je trouve que le point un peu levier de sa saison est là, c'est qu'il ne faut pas qu'il se trompe d'objectif cette saison. Soit il fait le Tour de France à fond, mais par contre après il sait que, et pour les JO, la course est 1 semaine après, et même pour le Tour de Lombardie et les mondiaux, ça va être dur de finir. Soit, comme tu l'as dit, il se sert du Tour de France pour préparer un peu cette fin de saison, pour y aller plutôt même à la cool, pour être moins acteur qu'il l'a été l'an passé, et arriver fort sur les dernières échéances de cette saison. Et il y a des échéances importantes, des échéances magnifiques pour Alaphilippe, que ce soit en termes de profil, parce que les JO, c'est pour lui, les Worlds, c'est pour lui, même si ça monte un peu. On l'a vu notamment, ça ressemble un peu à Innsbruck il y a 2 ans, ça risque d'être peut-être un peu dur pour lui. Et il y a surtout le Tour de Lombardie, dont c'est l'objectif, il en a encore reparlé en conférence de presse. Il a l'air d'accord avec toi en tout cas. Il a envie de revenir sur cette course et il a envie de la gagner. Donc attention à ne pas se cramer aussi sur le Tour de France à partir du moment où il ne peut pas en être un acteur comme il l'a été la saison dernière. C'est ce qu'il dit exactement. Gagner le Tour, cela se prépare bien avant le début de saison et ne relève pas que de moi. Un projet d'équipe avec mon équipe et mes coéquipiers, et pour l'heure, ce n'est pas le cas. Est-ce que l'objectif numéro 1 de Julien Alaphilippe doit être le Tour de France ou non, Benoît ? Non. Il y a beaucoup de... C'est quand même un problème qu'on a beaucoup connu dans le cyclisme français au XXIe siècle, se dire, bon, on a un gars qui commence à bien grimper, qui est à peu près rouleur, qui a des jambes en tout cas et du moteur, allez, on va le faire le Tour de France. C'est le problème de Chavanel de sa carrière, et c'est sur le tard qu'il se révèle en coureur de classique avec la Quick Step. Alaphilippe, je pense qu'il n'a pas le profil d'un coureur de grand tour. Il a la caisse, ça c'est sûr. En revanche, la très haute montagne, c'est pas son registre. Le fait de faire 3 semaines en étant tout le temps, tous les jours présent, sans jamais avoir... Ouais, Alaphilippe, c'est comme un Valverde finalement. Et c'est aussi la caractéristique de ces punchers qui ont des
qui court un peu en montagne russe. Des gros coups, des gros à-coups, des pics de forme, des efforts, des fulgurances incroyables. Mais tenir 3 semaines, ces fulgurances, elles sont pas possibles de toute façon si on veut courir Du comme coup, un coureur de grand elle va tour. encore plus loin. Est-ce qu'il doit participer au Tour de France, Julien Alaphilippe? Ah oui. On a vu. Là, au-delà du sportif, là, ça touche des sphères de sponsors, d''images qui sont obligatoires. Oui, il y participera. Ça, et il apporte quelque chose dans ce rôle d'élément perturbateur. L'année dernière, c'est comme ça qu'il l'approche, son Tour de France. Il finit 5e, il est en jaune, donc on passe 3 semaines à se demander est-ce qu'il peut gagner le Tour. Mais il y va en élément perturbateur, qui fout le boxon pendant la première semaine, qui gagne le chrono alors que personne ne l'attend, qui du coup s'arrache dans la montagne et continue à faire la course, mais pas en tant que prétendant à la victoire. C'est pas comme ça qu'il court. Et c'est comme ça qu'il faut courir et qu'il faut préparer un Tour de France si on veut véritablement être un prétendant à la victoire. On va passer à Thibaut Pinot, les gars. Sur Julien Alaphilippe, on a fait le tour. On a bien compris que pour le moment, ça risque d'être assez compliqué de faire mieux que la saison dernière. N'hésitez pas, vous, à nous dire dans les commentaires si oui ou non, vous pensez qu'il peut gagner, par exemple, plus de classiques. Comment Ça va être beau quand même. Ça va être, en tout cas, c'est ce qu'on espère. S'il va chercher Liège et s'il arrive à gagner les Worlds ou les JO, même s'il ne gagne que ça, ce sera déjà au moins aussi beau que la saison dernière. Différent, mais aussi beau. Exactement, différent, mais aussi beau. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Thibaut Pinot, lui, par contre, la saison dernière, il nous a fait rêver sur le Tour de France assez particulièrement. Benoît, je te lance toi. J'ai lancé Polo tout à l'heure. Lui, il a un peu moins couru que Julien Alaphilippe, assez logiquement, parce qu'il a bâché derrière le Tour de France et pendant le Tour de France. 54 jours de course, 5 victoires, une sur le Tour de France et en préparation sur le Tour de l'Ain et sur le Tour du Haut-Var. Est-ce que tu penses qu'il peut faire mieux que la saison dernière ? On espère. La différence, c'est que lui, il nous a fait rêver, Thibaut Pinot, mais il nous a fait pleurer aussi. Il n'est pas allé au bout. Ça n'a pas été abouti finalement. C'était extraordinaire. Le Tourmalet, c'est quand même un des plus grands moments du cyclisme français de ce siècle. C'était extraordinaire. Mais j'ai envie de regarder maintenant là. Allez. mais sauf que c'est pas allé au bout. Donc déjà. Oui, il doit faire mieux et il veut faire mieux. Pour lui, quand on a tous vu les images de son abandon, le super reportage de France 3 qui était intégré à l'équipe pendant 2 semaines et demie et non pas 3 malheureusement. Mais oui, il n'est pas allé au bout et c'est là. Dans ce reportage, Marc Madiot, il est extraordinaire, je le trouve. Et il n'est pas du tout... Le moment où Thibaut Pinot abandonne, on voit un Madiot qui n'est pas dans l'emphase, le cri, comme on le connaît, quand il crie « Allez Thibaut, tu vas le faire, c'est génial !» Non, et il lui parle de toute cette démarche et de ce parcours qu'ils ont accompli depuis des années, dont Pinot a reçu les récompenses naturelles finalement. S'il y a 2 ans, on nous dit « Pinot, il tape tout le monde au Tourmalet sur le Tour de France », on dit... Ouais, non, peut-être pas quand même. Eh bien si, il le fait parce que c'est la poursuite de tout le travail qu'ils font depuis 10 ans maintenant. Et Madiot, il lui explique, parce que Pinot lui dit quand même, j'y retourne plus, je veux plus y aller. Et c'est à chaud. Il a trouvé les mots, en tout cas, Marc. Et Madiot lui dit, mais si tu vas y aller et tu vas gagner parce que c'est la logique et c'est ta récompense par rapport à tout le boulot que tu as fait. Eh ben le boulot que Pinot a fait et que toute l'équipe Groupama FDJ a fait, il se prolonge sur cette année. 2019, c'est le moment où ils arrivent enfin à égalité, où ils peuvent se battre avec les autres grandes équipes. 2020, ça doit continuer. Je pense que ce sera plus dur et que gagner le Tour de France, aujourd'hui, ça me semble difficile. Mais oui, il sera présent parmi les tout meilleurs coureurs mondiaux. C'est sa place. Marc Madiot l'a très bien dit. Thibaut Pinot, c'est un coureur qui se construit depuis des années sur des échecs et sur des désillusions terribles. Souvenez-vous, le Tour de France 2019 qu'il fait, il sort d'une saison 2018 avec un crève-cœur terrible sur le Giro, où pareil, il joue le podium, il est sur le podium même, avant de devoir abandonner à cause d'une pneumopathie à 2 jours de l'arrivée. Oui, donc, et l'année d'après, il revient, il nous fait un Tour de France. Je pense que, voilà, tu parlais des plus belles victoires de ce siècle pour un Français. On n'a jamais eu un Français sur ce siècle et sur même la décennie avant 2000 faire un Tour de France aussi exceptionnel. Ça, je te laisse prendre Non, mais c'est exactement ce que dit Marc Madiot par rapport à ce que tu dis. C'est que Pinot a toujours été plus fort derrière les difficultés. Ce n'est pas quelqu'un qui sombre. Honnêtement, on va vraiment tout faire pour être dans le match, et c'est exactement ce que tu dis. Après 2018, il a trouvé 2019, il a retrouvé. Est-ce que tu sens qu'il peut avoir un nouveau ressort pour 2020 ?
Moi, je pense, honnêtement, à partir du moment où on suit cette logique-là, à partir du moment où on a un coureur qui se construit sur de la difficulté et sur des désillusions, c'est un coureur qui va revenir encore plus fort cette saison, qui doit revenir plus fort cette saison. Après, maintenant, il y a une vision, il y a deux manières de voir la chose. Il y a ce parcours du Tour de France, que Thibaut Pinot, le prisme de sa saison, c'est le Tour de France. C'est un Tour de France pour lui, on va pas se mentir. Très peu de contre-la-montre, des arrivées pour lui. Je pense au Gros Colombier. Et d'ailleurs, il a forgé sa victoire sur le Tour de l'Ain l'an dernier en allant gagner là-bas. Et puis surtout, ce contre-la-montre sur la planche des belles filles. Il le dit, Thibaut Pinot, sur ses routes d'entraînement, il y passe 6 ou 7 fois par jour sur ces routes-là. Avec cette arrivée. Donc, on le rappelle quand même, c'est la veille de l'arrivée. La veille de l'arrivée, le chrono à la planche des belles filles chez lui. Le Tour de France cette année a été construit de manière d'ailleurs un peu grossière pour que Thibaut Pinot remporte la victoire finale et que la Philippe y brille. Si, il faut le dire. Moi, ça pose pas de problème. On y reviendra, notamment avec cette polémique là qui ont depuis 2 jours avec ce parcours du Dauphiné, notamment où il n'y a pas non plus de contre-la-montre, où ça commence à faire jaser. Mais bon, le fait est que nos coureurs français ne sont pas bons en contre-la-montre et que c'est à part à la Philippe évidemment et un Thibaut Pinot et encore un Thibaut Pinot des grands jours peut aussi rivaliser. Et bien sur ce Tour de France, il est fait pour lui. Donc il y a très peu d'excuses. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce problème de ce début de saison un peu inquiétant. Comme l'année dernière, c'est donc la 2e fois qu'il va s'entraîner à Tenerife là, sur le volcan Teide. En sortie de stage en haute altitude, il remporte et le Tour du Haut-Var et le Tour de l'Ain. Là, il est largement battu par un Quintana notamment. Certes, Quintana n'était pas là, il y avait moins c'était moins relevé, les courses étaient moins relevées que l'année dernière. Mais d'ailleurs, Thibaut Pinot le dit en conférence, dans la presse, qu'il est moins bien que l'an passé. Et ça, pour le coup, ça peut être peut-être un peu inquiétant. Je pense qu'il y a plusieurs manières de l'expliquer qui soit un petit peu moins bien que l'an passé. Moi, l'an passé, justement, je l'avais vu au départ du Tour de Catalogne. On s'était posé pendant une demi-heure pour une interview pour Eurosport. Et on avait parlé de ce fait qu'il était allé en camp d'entraînement sur le volcan Teide. C'était la première fois de sa carrière qu'il faisait ça. Il avait toujours dit non, mais moi, les stages en altitude, c'est pas mon truc. C'est pas comme ça que je travaille. C'est pas comme ça que je veux me construire. Et puis petit à petit, à force de discussion avec son équipe, il l'a fait l'an dernier. Il s'était trouvé super fort à la sortie de ce stage et il avait peur d'avoir subi un contre-coup physique. Il avait été un petit peu malade ensuite, donc il s'était dit j'ai peut-être trop donné à cette occasion. Ça m'a apporté quelque chose, mais j'ai trop donné et j'ai eu un contre-coup derrière. Il a vu du mal sur le Tour de Catalogne notamment. Oui, sur le Tour de Catalogne, Tirreno, il n'avait pas été tout à fait au niveau auquel il espérait non plus. Donc cette année, je pense que il a volontairement, il en a fait un petit peu moins. Il est un petit peu moins saignant maintenant. Ça vient aussi du fait qu'il n'a pas couru depuis le Tour de France l'an dernier quand même. Ça fait une longue période sans compétition. Et il s'ajuste, il prépare, il voit... C'est un long processus de construction quand même, Thibaut Pinot. C'est un gars qui a 20 ans, 21 ans, gagné sur le Tour de France. Son étape à Port-Rentruy, c'était exceptionnel. 2012, ouais. Mais il était pas du tout mûr à ce moment-là. Et c'est seulement depuis 1 ou 2 ans qu'il est mûr en tant que leader. Et ça continue de se faire aujourd'hui encore. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait dans le même état de forme que l'an dernier. Mais on va voir à Paris-Nice déjà. Paris-Nice, ça va être intéressant parce que c'est sa première participation à Paris-Nice. Il se rapproche du public français, notamment les gars. Et ça, c'est une particularité de son programme de début de saison. C'est que d'habitude, il aimait bien ressortir de la pression. Et là, aujourd'hui, il est à nouveau présent auprès du public français, notamment à Paris-Nice. Il a besoin, il y a 2-3 ans, il a fuyé cette pression du public français. Il fuyait pas le public en tant que tel, mais il avait du mal avec la gestion des attentes qui reposaient sur lui. Et c'est pour ça qu'il s'éclatait dans d'autres cadres. Là, maintenant, il est prêt. Il assume et on le voit aussi dans la manière dont il a communiqué autour de ce retour à la compétition en France, où c'est vraiment... ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, les gars, c'est reparti maintenant, on y retourne. Et puis il a cette lucidité de dire, là je ne suis pas au niveau, ça va aussi par rapport à d'autres discours que j'ai entendus en ce début de saison, d'autres coureurs, ça va peut-être lui mettre aussi une petite piqûre de rappel, lui dire voilà, je suis en retard, je dois bosser, et ça annonce que du bon. Je pense que connaissant Thibaut Pinot, il va vite se remettre à niveau, donc je pense que ça peut aussi servir de piqûre de rappel pour que sa saison s'enclenche bien à partir de maintenant justement. Il y a un des éléments qui va faire que Pinot va faire peut-être mieux ou un peu moins bien, c'est David Gaudu. David Gaudu qui est son lieutenant, en tout cas l'année dernière, très clairement, qui était tout le temps collé à lui. C'était dans l'objectif de développement de David Gaudu, c'était nécessaire
qu'il soit mis sur toutes les courses avec Thibaut Pinot. Désormais, on sent peut-être qu'il y a une volonté chez la Groupama de faire grandir David Gaudu autrement. Alors, comment gérer ça, Benoît? Est-ce que David Gaudu doit être encore mis tout le temps avec Thibaut Pinot, ou est-ce que la Groupama doit commencer à réfléchir aussi à avoir David Gaudu leader sur d'autres courses? C'est ce qu'ils font en fait. En fait, David Gaudu, donc c'est sa 4e saison professionnelle, et c'est la Groupama, FDJ, a construit une démarche autour de David Gaudu, indépendamment de Thibaut Pinot, de la même manière qu'ils ont fait grandir Thibaut Pinot. Ils ont identifié que Gaudu était un talent exceptionnel et ils veulent le faire progresser et l'amener au niveau que Pinot a aujourd'hui, voire au-dessus. Donc les 2 premières années étaient simplement de la carte blanche, on t'amène sur des courses pour que tu découvres, pour que tu vois comment ça se passe. La 3e année, c'était de le responsabiliser, et la manière de le responsabiliser, c'est à la fois de le faire courir pour lui. En Romandie, il avait gagné son étape, c'était une très belle performance, et aussi de lui donner un véritable rôle de lieutenant auprès de Thibaut Pinot. Je pense que maintenant, Gaudu, il arrive pas loin de la maturité, au moins physiquement, en termes de compréhension de comment se passe une course. L'an dernier, il a fait donc ce Tour de France où il était à un très bon niveau auprès de Thibaut Pinot. Je pense que cette année, maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Gaudu est un grand coureur à part entière, qui peut jouer ses cartes sur un Tour de Romandie, par exemple, mais qui appartient à une équipe qui a défini que Thibaut Pinot était un grand coureur, un prétendant à la victoire du Tour, et un prétendant à la victoire du Tour, ça a besoin de grands lieutenants aussi. Et être un grand lieutenant d'un mec qui est en train de poursuivre la victoire dans le Tour, c'est aussi un beau statut à 24 ans, 23 ou 24 ans pour David Gaudu, et ça peut continuer à le faire progresser. Tu es d'accord avec ça, Paul? Complètement d'accord. De toute façon, tout le monde le dit. David Gaudu le dit, Thibaut Pinot le dit, Marc Madiot le dit. Pour l'instant, David Gaudu se met au service de Thibaut Pinot, que ce soit de par son calendrier et de par les courses qu'il fait avec lui, pour l'aider à remporter cet objectif primaire du Tour de France. Après, cette année, Gaudu va faire les Ardennaises. Pinot ne va pas les faire. On a vu Gaudu briller, notamment sur l'UAE Tour l'an passé, sur le Tour de Romandie, tu l'as dit aussi. La Flèche Wallonne, c'est très bien pour lui. La Flèche Wallonne est quelque chose qui peut lui convenir. Voilà, il a aussi ses cartes à jouer. Je pense que pour l'instant, il n'y a aucune frustration de sa part. Et Thibaut Pinot, je me souviens d'une interview en fin de saison dernière où il disait voilà, Gaudu, son heure viendra très vite. Déjà, peut-être dès l'année prochaine, pas cette année-là, l'année prochaine. Ou peut-être qu'il sera. Je pense que ce sera lui le leader. C'est Thibaut Pinot qui le disait, leader sur le Tour de France, et lui ira peut-être sur d'autres objectifs. Donc voilà, les choses se font de manière plutôt simple et tout le monde a l'air de tirer dans le même sens chez la FDJ. Donc pour l'instant, pas de problème. Non, je pense que les deux peuvent vraiment s'épanouir de leur côté. Ils se comprennent très bien et Thibaut Pinot a intégré il a grandi aussi en tant que leader et il a intégré cette dimension de comment travailler avec son entourage, comment les impliquer, et la manière dont il travaille avec David Gaudu depuis 2-3 ans, c'est impeccable. Et pour terminer, les gars, on peut dire que ça va être une saison ou un triptyque Tour de France, mondiaux, Jeux Olympiques absolument hallucinant, parce que les autres années de Jeux Olympiques, c'est vrai qu'il y a toujours ce triptyque-là, mais là, ça correspond pour les 3 peut-être même types de coureurs, et ça va être tout simplement exceptionnel d'attendre ça. C'est ça qui est génial du coup avec nous, quand on regarde en France aujourd'hui, il y a abondance de talents dans ce registre-là, de grimpeurs, de punchers, et du coup voir comment Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe et Romain Bardet ont chacun construit des programmes complètement différents, mais qui intègrent ces éléments-là du Tour de France, des Jeux Olympiques et des Mondiaux, qui offrent des perspectives assez uniques cette année. C'est super alléchant, ouais, c'est excitant pour nous, et je pense que c'est très bien pour le sport aussi, pour pouvoir communiquer, mettre en avant des courses différentes, spectaculaires, des objectifs, des enjeux. Jeux Olympiques, ça n'a pas toujours été très respecté, très, très valorisé dans le cyclisme sur route. Mais là, ils le valorisent eux-mêmes, j'ai l'impression. C'est ça, mais c'est eux qui le mettent en avant, effectivement. Ouais. Alaphilippe est passé tellement près il y a 4 ans que je pense qu'il aura à cœur d'aller la chercher cette fois-là. Tu as commencé à en parler, Benoît, de Romain Bardet. Eh ben, c'est parfait, parce que Romain Bardet, on va en parler tout de suite, parce que, les amis, c'est l'heure du focus. C'est parti. On va parler de 5 coureurs différents, en commençant par Romain Bardet, parce que l'année dernière, c'était Romain Bardet et Thibaut Pinot, les deux. Ouais, et Alaphilippe. Je me souviens qu'on avait fait le trio, là on a fait qu'un duo pour commencer la saison. T'as raison. On commence donc avec Romain Bardet, qui la saison dernière n'a acquis absolument aucune victoire. Alors pour dire, dans ce focus, on va aborder 5 coureurs différents. En commençant par Romain Bardet. Polo, Romain Bardet, est-ce que selon toi, il est capable de... lui, c'est encore pire que Thibaut Pinot, peut-être, sa saison dernière, parce qu'il n'a même pas eu d'émotion.
il est tombé plus bas qu'il ne le pensait. Ouais, je pense que le Tour de France a été une désillusion terrible pour Romain Bardet, qui, mine de rien, alors après, on aime ou on n'aime pas, mais qui va chercher ce maillot à poids. C'est une belle réponse de champion, je trouve, pour un coureur qui n'était vraiment pas au top de sa forme sur ce Tour de France. Maintenant, ce que j'aime beaucoup chez Romain Bardet, c'est la construction de sa saison, de ses objectifs. Il va aller se tester sur le Giro. Bon, alors le Giro, 60 km de contre-la-montre, je ne sais pas si c'est exactement fait pour lui, mais il va aller découvrir quelque chose d'autre, loin de la pression que le Puig français a pu lui mettre ces dernières saisons. C'est quand même quelqu'un qui a fait 2 podiums sur le Tour de France. Je pense qu'on a aussi tendance à minimiser cette performance. Il va aller chercher se faire plaisir sur le Giro. Je pense que ce sera plutôt que d'espérer le gagner, parce que je pense que le parcours ne lui convient pas, c'est plus se faire plaisir sur le Giro. Et surtout, ce que j'aime, c'est cet objectif des Jeux Olympiques. Il sera là, Thomas Voeckler l'a très bien dit, après sa conférence de presse, où d'ailleurs il avait sélectionné Pinot, Bardet à la FIP. Il a dit, Bardet, ce que j'aime bien, c'est qu'il sera à Rio 2 semaines avant, il va avoir le temps de se préparer, il sera en forme, et surtout, il sera sur place pour bien découvrir le parcours, contrairement à ceux qui vont sortir du Tour de France, qui auront 2 jours, même pas, pour s'acclimater au parcours. Ça, j'aime bien parce que j'ai l'impression que Romain Bardet va arriver très fort chez JO. Peut-être que ça ne monte pas assez pour lui, mais c'est quelqu'un qui aime les courses d'un jour, qui aime tirer son épingle de jeu sur ce genre de parcours. Donc moi, je crois beaucoup en Romain Bardet au JO. Après, pour les Worlds, ce sera une autre affaire. Mais j'aime bien cette construction de parcours, en tout cas, cette construction de saison pour Romain Bardet. Benoît, qu'est-ce que tu attends de Romain Bardet cette saison ? Qu'il se fasse plaisir et qu'il retrouve le plaisir, et c'est comme ça qu'il nous fera plaisir. C'est assez bête ce que je dis. C'est ce qu'a fait Thibaut Pinot un peu. Oui, voilà. Et du coup, je trouve qu'il a la manière dont il construit son programme cette saison, c'est la bonne réponse à la situation d'échec dans laquelle il était l'an dernier. Bardet, oui, comme tu dis, il faut quand même pas oublier ce qu'il a fait sur le Tour. À part l'année dernière, c'était le gars le plus performant sur le Tour de France en dehors des Sky, le seul mec qui était régulier dans la très 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 haute performance. Il a été présent, il a été présent sur le podium des Champs-Élysées lors des 7 dernières années quand même, hein, d'une manière ou d'une autre, meilleur jeune, meilleure équipe, super combatif. 2 fois, donc 2e et 3e. Maillot à poids l'année dernière. C'est hallucinant ça. C'est ouf. Et il était arrivé là au bout finalement. Il a construit ça en étant dans l'hyper-professionnalisme, le calcul au millimètre, au milligramme de tout. Et tu y crois au changement de personnalité ? Oui, j'y crois, parce que c'est quelque chose qu'il affichait aussi au début de sa carrière, où il nous expliquait qu'il n'aimait pas que les courses soient réglées au millimètre. Lui, il règle sa préparation au millimètre et sa manière d'aborder les choses, mais il a besoin de folie en course. Et c'est aussi pour ça qu'il aime beaucoup les classiques, et que c'est intéressant qu'il s'attaque aux courses d'un jour comme les Jeux Olympiques ou les Mondiaux. On l'a déjà vu sur le podium de Liège-Bastogne-Liège. L'Estradé Bianchi, il avait fait un super numéro quand il s'était bagarré avec Tige Benoît. Il avait fait une très belle course. Les Mondiaux, il fait quand même 2e derrière Valverde. C'était pas rien. Donc c'est le Giro. Je pense que c'est super pour lui, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui a toujours tourné autour du Tour de France. Il a fait une fois la Vuelta, peut-être, ou 2. Il a fait une fois la Vuelta. Il l'a fait il y a 2 ans, c'est sûr. Cette participation au Tour de France, une à la Vuelta et 0. Il l'a fait il y a 2 ans la Vuelta. Et c'est une manière de retrouver de la liberté en course pour lui. Clairement. Et aussi de s'aérer l'esprit avant même de se retrouver en course. De la même manière que Thibaut Pinot s'aérait l'esprit en se concentrant sur le Giro plutôt que sur le Tour de France. Et Romain Bardet va donc faire notamment l'Estradé Bianche, le Tirreno Adriatico, le Tour des Alpes, Liège-Bastogne-Liège et donc le Giro avant sûrement de faire la Vuelta, le Lombardie. Et après, on verra un peu ce qu'il en est. Il fait les classiques de Romardèche, je crois, la semaine prochaine. Et c'est la seule fois qu'on le verra en France de la saison. Et on sent là, par contre, le truc inverse, c'est assez incroyable, mais le truc inverse de peut-être s'écarter un peu du public français pour le retrouver différemment. Deuxième coureur français dont on parle dans ce focus, c'est Nasser Bouhanni, qui là va être un des coureurs, disons-le, Benoît, peut-être le plus intéressant sur le sprint, autre que ces coureurs-là qui font les grands tours. De toute façon, Nasser Bouhanni, il est hyper intéressant depuis le début de sa carrière. Moi, j'aime beaucoup le coureur. Tu vas trouver un poste avec Polo parce que Polo est fou de Nasser Bouhanni. Très intéressé par le personnage aussi et par tout ce que sa manière de courir et la place qu'il a dans le peloton dit du peloton et du cyclisme. Je suis fan de Nasser Bouhanni. En revanche,
J'avais beaucoup de mal à croire à son rebond après la situation d'échec dans laquelle il s'était retrouvé chez Cofidis, notamment parce que c'est aussi, on l'oublie beaucoup, un problème physique lié à sa chute sur le Tour du Yorkshire, où il se retrouve, c'est une très grave chute, commotion cérébrale, il a mis des mois à s'en remettre lui-même, lui-même le dit, et même quand il gagnait sur le Tour d'Espagne, moi je me souviens, j'avais pu parler longuement avec lui après sa victoire sur le Tour d'Espagne, qui était sa première victoire depuis sa chute sur le Tour du Yorkshire justement, et sa dernière victoire avant qu'il gagne sur le Tour d'Arabie Saoudite au début du mois de février. Il disait encore, mais je pense que j'ai pas récupéré. Et donc il se bat contre énormément d'épreuves, Bouhanni. Il était en situation d'échec absolu. Et là on le retrouve toujours guerrier. Mais cette fois, ça tourne de façon positive pour lui. Le Saudi Tour, c'était très intéressant. Qui était notamment. Ouais, j'étais là-bas. Est-ce que tu as pu voir comment ça s'est passé avec notamment son déclassement qui était assez. La dernière étape. Qu'est-ce que t'en as pensé? Dernière étape. Parce que lui, il en a pensé peut-être de loin. Lui, on l'a vu du coup arriver après l'étape. Donc c'est la dernière étape. Il se fait battre par Phil Bauhaus, qui fait quand même, pour moi, une vague. Il fait une vague. Il perd le classement général. Il part le long des barrières, il finit au milieu de la route et Bouhanni essaye 2 fois de passer, mais il passe pas, notamment pour lui parce que Bauhaus le bloque et il perd le classement général là-dessus. Je vais être furieux. C'était une rage très contenue. Il était tu sentais qu'il fallait pas le chercher, mais parce qu'il est frustré, légitimement. On parle de sprinter. Les sprinters, c'est la gagne. La gagne, notamment, c'est dans la tête aussi énormément. Il était là. Et puis, il se dit, forcément, même s'il ne le dit pas, on renverse les rôles, mais moi, on me renvoie à la maison immédiatement. Si je fais ce sprint-là, moi, je suis disqualifié. Et là, on me le fait à moi, on m'enlève la victoire. Et c'est une victoire qui aurait eu beaucoup de sens quand même pour lui. Déjà, la victoire qu'il avait eue 2 jours plus tôt, c'était très important. Sa première course avec Arkea, il a besoin de reconstruire quelque chose. Et on parlait du fait que Thibaut Pinot a réussi à travailler en tant que leader et à devenir un vrai leader pour ses équipiers et pour son entourage. Bouhanni a besoin de travailler ça. C'est quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire dans ses équipes précédentes. Il arrive dans une nouvelle équipe, il doit reconstruire quelque chose. Donc c'était intéressant. Et voir ces images de célébration juste après sa 3e étape, ce genre de choses, non, c'est très positif. Et c'est un pari que j'aurais pas forcément coché gagnant comme ça aussi rapidement. Sois sincère, tu l'aurais fait ce pari, toi, du retour en forme de Nasser Bouhanni, Polo? Je le connais, je l'aurais fait. L'envie qu'il revienne en forme. J'étais sûr. Non, plus sérieusement, je suis surtout hyper heureux parce qu'à l'image de Benoît, c'est un coureur que j'adore, que j'aime énormément. Vraiment, quand il participe à un sprint, je ne vis pas les sprints de la même manière que quand il n'est pas là. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai remarqué, notamment sur le Saudi Tour. Je me suis hyper énervé justement sur cette étape où Phil Bauhaus fait la vague. Et j'ai toujours... sur la Provence aussi, c'est génial. Et voilà, et puis c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il a cette mini désillusion entre guillemets sur cette dernière étape du Saudi Tour. Et une semaine plus tard, sur le Tour de la Provence, il va claquer la première étape devant Maresco. On a vu la photo tout à l'heure. Il y a quand même des super bons signes. À l'image de cette équipe Arkea, on en parlera tout à l'heure dans l'émission. Il y a beaucoup de très très bons signes, de signaux positifs pour Nasser Bouhanni et c'est un réel plaisir. Donc maintenant la prochaine étape pour lui c'est quoi? C'est de gagner un World Tour. Il y a Tirreno qui arrive avec un parterre de sprinters un peu plus important que ce qu'il a eu jusqu'à présent. Si là il va chercher une victoire, on pourra vraiment dire que Nasser Bouhanni est de retour en forme. Donc pour l'instant je suis hyper heureux, mais j'attends la suite. Et puis Milan-San Remo forcément avec, on va le dire, une équipe qui cette fois l'entoure. Et ce train qui est particulièrement performant, qui se met en place en tout cas. Et c'est une course qui lui correspond super bien, Milan-San Remo. Il aurait dû la gagner là, d'ailleurs. Il aurait... c'est un autre débat. C'est le grand... ça. Mais comme il le dit lui-même, Milan-San Remo, il faut être à 100%. Si tu es à 99,5%, ça passe pas. Et je ne sais pas encore si on a le Nasser Bouhanni à 100%. Mais oui, le train se met en place, notamment au Saudi Tour. C'était un des vrais enjeux. Il était là-bas avec David Maclay, avec Connor Swift. Il y avait Donovan Grondin qui faisait ses débuts sur la route. Et il y a des jours où ça a marché, d'autres où ça n'a pas marché. En tout cas, c'est un mariage qui se fait... Ouais. Des fiançailles, on va dire, pour le moment, qui se font... Swift apparemment a découvert du vocabulaire français, il a appris des nouveaux mots dans un registre qu'on ne recommandera pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Le jour où ça marche pas, on s'engueule, on se dit les choses clairement, et le lendemain il gagne à l'étape, Bouhanni. Et après, dans la dernière étape, il était présent. Je sais pas si Arkea a les moyens de créer à Bouhanni un train qui en World Tour lui permettra de lancer son sprint depuis l'avant. En revanche, ils pourront toujours lui mettre 1 ou 2 gars qui sauront frotter, qui sauront le placer. Et Bouhanni, c'est un sprinter comme ça aussi, à l'image de McEwen, de Caleb Ewan. On est dans ce genre de sprinter qui se faufilent, cherchent la bonne opportunité et vont gicler.
On n'est pas un Groenewegen qui lance à 250 mètres de la ligne. Il est déjà à 250 mètres de la ligne, il est déjà en vitesse de croisière et il va la tenir comme un bourrin qui défonce les pédales jusqu'à la ligne d'arrivée. Boigny, de toute façon, il faut qu'il soit plus dans la subtilité. Troisième coureur dont on parle, c'est Remco Evenepoel, le très jeune coureur de la Deceuninck, parce que on le rappelle, il a 20 ans, il est né le 25 janvier 2000, Remco Evenepoel. On l'avait quitté l'année dernière sur la victoire de la Classica San Sebastian, il nous avait pété à la gueule presque. Cette victoire a été incroyable. Et là, on le retrouve en début de saison. Polo, il gagne le Tour San Juan, il gagne le Tour de l'Algarve et avec une manière et une puissance et notamment ce contre-la-montre incroyable. Qu'est-ce que tu attends de Remco Evenepoel sur cette saison ? Cette saison, je l'attends déjà en rose sur le Giro, vu que le Giro commence avec un contre-la-montre. Premier tour pour lui. Je cherchais le lieu, mais je ne vais pas dire à Budapest. À Budapest, ça, j'allais dire Copenhague, mais c'est pas. Non. Et avec un parcours qui lui correspond parfaitement. Mais voilà, c'est ça. Et déjà le voir en rose sur ce début de Giro. Après, je vois beaucoup de gens dire que. Mais on sait que sur le Giro, il y a beaucoup de kilomètres de contre-la-montre. C'est le meilleur en ce moment en contre-la-montre au monde. On l'a vu puisqu'il a battu le champion du monde, Juan Dennis, sur le Tour de l'Algarve. Ça, c'est un fait. Mais bon, le Giro, ce n'est pas que du contre-la-montre. Je pense notamment à cette 20e étape avec l'arrivée à Sestrières, col Aniel, col de l'Izoard notamment. Je ne vois pas le pauvre Remco Evenepoel passer 3 fois à plus de 2000 mètres d'altitude après 3 semaines de course à 20 ans. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ce qu'il fait c'est exceptionnel. Il va continuer dans les courses d'une semaine comme ça où ça monte pas trop. C'est l'Alto de Foya finalement là où il gagne son étape est une montée très régulière. On l'a vu, ça arrive à un petit groupe. Il anticipe le sprint derrière Bourkman notamment, derrière Schachmann qu'on voit sur la photo derrière toi Joseph. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est quelqu'un qui va. Elle est belle cette photo. C'est quelqu'un qui va pouvoir tirer sur l'épingle du jeu sur les grands tours, mais c'est encore peut-être un peu tôt. C'est un excellent rouleur. Un grimpeur qui progresse de manière phénoménale, comme on a pu le voir cette semaine au Portugal. Calmons-nous, ne le brûlons pas, ne lui demandons pas la lune, notamment sur le Giro, qui est son objectif principal cette saison, mais qui on ne doit pas trop attendre de lui. Je ne veux pas qu'on le brûle parce que c'est un diamant brut encore, Remco Evenepoel. T'es d'accord avec ça, Benoît ? J'aurais tendance à être d'accord, mais le problème c'est que, moi Remco Evenepoel, j'ai presque envie de dire, j'ai plus d'attente envers Remco Evenepoel. À chaque fois qu'on fait des attentes, il les explose. C'est logique et c'est très pertinent ce que tu nous dis, Paul. Et effectivement, c'est un jeune coureur qui n'a pas prouvé sur des grands tours. C'est tout simplement, il n'y a pas participé. Il ne peut pas avoir de référence. C'est normal. Mais sauf qu'à chaque fois qu'il s'aligne sur une course et où déjà on se dit, mais il va être super fort, on monte la pression, on monte les attentes. Et il fait encore mieux que ça à chaque fois. Donc, Classica San Sebastian, est-ce qu'on peut véritablement imaginer que le gars à 19 ans, il va aller faire ça ? Non, tu dis c'est pas possible, attendons, calmons-nous, il est jeune, laissons-lui le temps. Giro, on verra. Honnêtement. Non, mais en fait, c'est ça, on verra. Quoi. On verra. Ne jamais parier contre les champions, ne jamais parier contre un champion. Là, et là, il a 20 ans et c'est déjà un champion, on peut le dire clairement. Deuxième, troisième, on en a fait quatrième, merci Paul, ça déroule. De tenir les comptes. Le quatrième coureur dont on parle, c'est aussi un très jeune coureur qui l'année dernière était un peu peut-être dans une situation pas similaire à Remco Evenepoel, mais sur une première saison à très très haut niveau. C'est Tadej Pogačar qui avait fait troisième de la Vuelta, Benoît, et lui aussi. Cette saison, c'est une année peut-être un peu plus de confirmation en tout cas. Et puis il confirme déjà, c'est ça aussi qu'il faut voir. Il attaque la saison, mais sur les chapeaux de roue. Déjà l'an dernier, il avait été très, très, très fort très tôt finalement. Très tôt et très tard. Et très tard, voilà. Mais parce que sur la Vuelta, c'est l'explosion, et ce qu'il fait sur la Vuelta, c'est extraordinaire. Mais en fait, on en a déjà les bases sur le Tour Down Under, qui est sa première course pro, il fait top 15. En Algarve, il avait lui aussi été exceptionnel l'an dernier. Tour de Californie, il avait enchaîné. Et là, j'ai du mal à voir ce qui peut l'arrêter, lancé comme il est. Ce qu'il a fait sur la Vuelta l'an dernier, c'est extraordinaire. C'est plus jeune que Bernal sur le Tour de France. Il a 21 ans. C'est pour ça qu'on peut plus qu'Evenepoel. C'est fou. Et il va faire le Tour de France. Il va faire le Tour de France et ce sera l'un des favoris du Tour de France. Désolé, parce que quand on le voit sortir de cette Vuelta où il est bon partout, c'est le meilleur en montagne.
c'est clairement le meilleur en montagne de cette Vuelta. Tactiquement, il joue à merveille. Sur le chrono, il est loin d'être ridicule sur le seul chrono plat qu'on a eu sur cette Vuelta. Il perd du temps avec le chrono par équipe en début de. Il a un rapport point début puissance, de il fait Vuelta. 66 kilos, C'est ça. mais il avance. C'est un moteur, le mec. Je suis désolé. Quand je le vois sur le tour de la communauté de Valence où il a Qu'il gagne en gagnant 2 étapes, en battant Valverde sur une course que Valverde avait pris l'habitude de gagner ces dernières saisons. Donner une leçon à Papy Valverde, c'est pas donné à tout le monde. Chez lui. Ensuite, sur la seule étape de. On le voit, c'est exactement cette photo. Merci. Sur cette photo-là. Avec Dylan Tons derrière. Ouais, c'est ça. Oui, Vu le nez, je crois que c'est lui. Je bloque sur les photos. Et puis surtout cette victoire d'étape sur la seule fois où ça arrivait en montée sur un vrai col, où il attaque à 5-6 km de l'arrivée. Il fait pas de gros écarts, mais personne derrière. Je crois que il y a Pouls derrière qui a tenté de suivre. Il y a Jacques Egg aussi, si je dis pas de bêtises. Ils n'ont jamais pu revenir sur lui. Alors moi, je suis désolé, je m'emballe peut-être un peu pour Pogacar, mais je le mets en favori, en l'un des favoris de ce prochain Tour de France. Je suis d'accord, je pense que Pogacar, là on a une émergence d'une génération incroyable, on parle d'Evenepoel, il y a Mathieu Van Der Poel, Bernal, c'est extraordinaire tout ça, mais honnêtement, entre ces 4-là, je ne saurais pas établir une hiérarchie entre Evenepoel, Bernal, Van Der Poel ou Pogacar, qui est le plus grand talent aujourd'hui. Pogacar, il est parfaitement à la lutte avec ces 3 autres-là. J'ai l'impression que Pogacar, notamment sur la course au Grand Tour, j'ai l'impression qu'il est un peu en avance sur tous ces gens. Ça s'explique de par l'âge, notamment face à un Remco Evenepoel, ou par le profil, notamment sur un Mathieu Van Der Poel. Mais Pogacar, de tous ces gars que tu viens de citer, je pense que c'est le plus en avance à l'heure qu'il est. Et vraiment, j'attends de lui qu'il fasse de grandes choses sur le prochain Tour. Il ne devait même pas faire de Grand Tour l'an dernier. C'est fou. Sauf qu'il a été tellement performant. Comme Remco Evenepoel, qui ne devait pas en faire cette année, mais Patrick Lefebvre a bien dû plié face au talent monstrueux de l'un de ces coureurs qui sont effectivement de plus en plus forts, de plus en plus jeunes. Il y a un autre coureur qui va nous faire rêver cette saison. C'est le dernier coureur dont on parle dans le focus. Il est néerlandais, il s'appelle Mathieu Van Der Poel. Il a changé d'équipe entre guillemets, on va dire, parce que son équipe c'était Corendon Circus, c'est désormais Alpecin Phoenix. Et Benoît, c'est un coureur parce que j'ai cru comprendre, tu me le disais avant l'émission, que tu apprécies particulièrement. On va dire oui, je suis un petit peu fan. J'ai crié 2-3 fois devant ma télé pour Mathieu Van Der Poel. Non, mais évidemment, parce que pas t'en vouloir. On parlait un peu du fait qu'il y a des coureurs qui arrivent à faire aimer le vélo. Mathieu Van Der Poel, c'est la meilleure nouvelle pour le vélo depuis bien longtemps. C'est ce que Sagan arrivait à susciter un peu il y a quelques années. Là, c'est la classe pure, la classe pure et qui du coup lui permet de casser les codes de son sport. Donc c'est ça aussi qui est extraordinaire. Le mec, il y a 3 semaines, on le voyait sur le cyclocross, ce qu'il faisait était extraordinaire. Il est champion du monde, il attaque, il lance des attaques, mais des mines. Les mecs qui ont passé l'hiver dans les labourés, ils sont là, ils peuvent pas suivre. On le retrouve sur la route. Il est en train de préparer le mountain bike le VTT pour les Jeux Olympiques, où l'an dernier aussi, il donnait des leçons à tout le monde. C'est magnifique, c'est trop facile, c'est trop beau, c'est trop excitant. Et du coup, le mec, avant même de faire sa reprise sur route, il était déjà un des grands sujets de conversation avec toutes les grandes épreuves du monde qui veulent l'avoir et qui invitent son équipe Alpecin Phoenix. C'est vrai, parce qu'il faut rappeler qu'Alpecin Phoenix n'a pas la licence World Tour et doit être invité, mais il y a de fortes chances que les organisateurs, Polo, aient envie d'avoir Mathieu Van Der Poel sur leur course. De toute façon, il va faire les Flandriennes, il va faire les Ardennaises. L'année dernière, je pense que les gens qui ne l'ont pas invité s'en sont mordus les doigts. Donc voilà, ce Mathieu Van Der Poel, là, il sort d'une saison de cyclocross bien remplie. Il a eu du mal en Algarve, ça n'a pas été facile, mais il fait ses gammes. Il reprend, il n'y a rien d'inquiétant. Par contre, ce qui est d'être inquiétant pour ses adversaires, c'est que moi, je le vois favori de toutes les courses du printemps. Ouais. Je le vois favori de Paris-Roubaix, je le vois favori du Tour des Flandres, je le vois favori peut-être pas de la Flèche Wallonne, mais je pense que sur Liège-Bastogne-Liège, il sera présent. Et je le vois favori de toutes les courses. Avec le nouveau final. Voilà, avec le nouveau final qui n'arrive pas en montée. Sur le plat. Je ne vois pas comment il peut être pour l'instant. En vue de ce qu'il a fait l'année dernière, j'ai des souvenirs sur la Flèche Brabançonne où il bat à la Philippe sur une arrivée un peu avec du dénivelé, avec du pourcentage. Je le vois aussi, son numéro sur Amstel Gold Race, on voit la photo derrière. Moi, je le vois favori de toutes ces courses du printemps.
On va voir comment il va tirer sur l'épingle du jeu. En tout cas, j'avoue que pour l'instant, ce qui est bizarre, c'est de le voir sans maillot distinctif sur les courses. On l'a vu pendant toute la saison de cyclocross avec son maillot de champion du monde. On l'a vu l'année dernière avec son maillot de champion des Pays-Bas cette année. On a du mal encore à le connaître dans le peloton, mais je pense qu'on va vite se rappeler à son bon souvenir. Ça va être simple, le mec qui met tout le monde à l'amende à 50 km de l'arrivée. Je pense qu'on n'est pas prêt pour les démonstrations qu'il va faire sur les Flandriennes d'une part et même peut-être sur les Ardennaises. Voilà les 5 coureurs qu'on a choisis. Alors évidemment, quand on a préparé l'émission avec Polo et Benoît, on avait tellement de coureurs dont on avait envie de parler, des Brandon McNulty, moi j'avais envie de parler de Philippe Gilbert, tous ces gars-là. Gilbert, c'est super intéressant aussi. Ouais, bon, avec évidemment. Les 5 monuments. Pour ça, on en a choisi 5, mais on a toute la saison à rouler pour parler de tous ces autres coureurs et on en parlera bien évidemment des Miguel Ángel Lopez qui vont nous faire rêver, des Richard Carapaz. Mais Richard Carapaz, on va en parler dans le top flop. Alors Polo, j'ai une question à te poser parce que ça, je ne l'ai pas posé avant l'émission. Est-ce qu'on a un jingle top flop ? Le jingle bonification qui nous sert de top flop comme depuis voilà, 2 ans. C'est parti, on l'écoute si vous l'avez oublié. Jingle bonification, c'est parti. Ces fameuses bonifs, décidément je ne vais pas y arriver. Bon, c'est un peu des bonus aussi, Joseph. Ouais, voilà, mais qui vont être sous forme de top flop dans cette émission. Et on commence avec mon top qui pour cette saison va être la bagarre Team Ineos contre la Team Jumbo qui sont les deux monstres du peloton avec pas mal de recrutements, de changements on va dire. Et alors toujours Egan Bernal, Geraint Thomas, Christopher Froome du côté d'Ineos, Richard Carapaz qui a été recruté cette saison et de l'autre côté pareil, 3 hommes qui étaient déjà là la saison dernière, Primoz Roglic, George Bennett, Kruijswijk et un homme qui a été recruté, Tom Dumoulin. Les gars, quelle équipe cette saison vous fait le plus peur déjà sur les grands tours, Polo? Déjà, la première chose que je vois quand je vois tous ces gars-là, c'est que c'est pas la folie, en tout cas, pour ce début de saison. Il y a Egan Bernal qui est très bon, certes. Geraint Thomas, il nous a pas fait rêver en Algarve. Carapaz, pas mal, mais plutôt dans un rôle de coéquipier d'Egan Bernal en Colombie. Chris Froome, on l'a vu hier sur le Tour UAE. On n'a pas vu aujourd'hui, je pense que vous avez vu l'étape du jour, qui était l'étape avec l'arrivée au sommet, donc on ne sait pas comment il s'est comporté, mais à mon avis, ça ne va pas être la folie non plus. Et en face, pareil, Tom Dumoulin a repoussé son début de saison, Kruijswijk a repoussé son début de saison, George Bennett, on ne sait pas trop, et Roglic, on va le voir à Paris-Nice, donc on a très peu d'infos, mine de rien. Le fait est que Jumbo, par rapport à Ineos qui va envoyer Carapaz, l'un de ses leaders, donc Carapaz sur le Giro, Jumbo a décidé d'envoyer tous ses leaders sur le Tour de France. Et ça, pour le coup, on peut dire que ça fait peur. Ouais, c'est pour ça notamment que ça m'excite particulièrement cette guerre entre Ineos et Jumbo, parce que là, il y a du budget, Benoît, et il y a des énormes armadas. Il y a du budget, mais justement, Jumbo, c'est là que c'est intéressant. Ça fait plusieurs années qu'ils construisent cette armada. On arrive un peu au bout de la dynamique. Ineos, ça fait quelques années qu'ils dominent, qu'ils ont établi leur modèle. Jumbo, avec du budget, mais aussi avec des recrutements très intelligents, il y a 3-4 ans, ils n'étaient personne, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient aucun coureur. Et là, on les sent vraiment sur la même ligne en début de saison. Oui, vraiment, on les met sur la même ligne aujourd'hui parce qu'on voit qu'ils ont réussi à développer. Ils savent se servir de leur force collective. Ils l'ont fait lors des saisons précédentes. C'est intéressant d'avoir... on a différents modèles qui vont apparaître. Du coup, on a le modèle Ineos, évidemment. Le modèle Jumbo qui suit un peu ces mêmes traces. On va se retrouver avec le modèle Groupama FDJ aussi autour de Pinot. UAE aussi. On va suivre Movistar qui repart sur un nouveau projet. On va voir tous ces éléments-là se confronter sur le Tour de France notamment. Ça va être intéressant à suivre. Qui vont être intéressants. Il y a une autre équipe qui va être très intéressante. C'est le top de Polo. Et je te laisse le faire découvrir aux rouleurs. On a déjà un peu parlé avec Nasser Boigny, mais c'est cette équipe Arkea qui dégage quelque chose de fort en ce début de saison. Ça transpire la confiance, ça transpire la gagne. Boigny remporte des victoires. Quintana est intouchable. À l'instar de Thibaut Pinot l'an passé, Quintana a remporté le Tour de l'Ain. Le Tour de l'Ain, n'importe quoi, le Tour du Haut-Var, le Tour de Alpes-Maritimes et du Var et le Tour de la Provence. Il a donc gagné les 2 classements généraux. Ça fait 4 victoires au total avec les 2 belles victoires d'étape qu'il a gagnées au Col d'Èze et au Chalet Reynard là, sur le Mont Ventoux. À côté de ça, on en rajoute comment ça s'appelle Warren Barguil, pardon, son nom m'échappait, qui a l'air de bien s'imprégner, de bosser, le champion de France qui bosse très bien avec ses 2 leaders. On l'a vu bosser pour Nasser Boigny pour lui emmener, pour commencer à emmener des sprints ou pour faire la chasse derrière des échappées. On l'a vu aussi bosser pour Nairo Quintana quelques jours plus tard. Et puis aussi, je ne jouais pas de Diego Rosa qui fait un très beau début de saison. On l'a vu à 2 doigts de gagner le trophée La Giglia en Italie et aussi très bon sur les courses d'un jour espagnoles de début de saison. Il y a une excellente dynamique chez cette équipe qui a
a déjà autant gagné que l'an passé. Donc autant vous dire que c'est une équipe à suivre de très près cette saison. Tu as commencé à parler, Polo, des courses françaises, notamment le Tour du Haut-Var et des Alpes-Maritimes. Et c'est ton top, Benoît, parce que tu es heureux de voir des courses françaises qui ne sont plus boudées par les très grandes secondes. Oui, des courses françaises de début de saison alors à la fois des courses historiques, très anciennes, des courses nouvelles aussi, neuves, qui savent parfaitement finalement rivaliser avec... ça fait 10-15 ans qu'on a l'émergence des courses du désert, des courses qui arrivent, qui mettent le paquet, notamment en termes d'argent, pour attirer les plus grandes stars du monde, qui peuvent faire valoir aussi une position géographique privilégiée, plein de choses. Et ben les courses françaises, elles répondent présent. Et elles répondent présent notamment grâce à leur excellente pertinence sportive. Les gars, ils viennent là-bas parce qu'ils savent que va y avoir du niveau, va y avoir de la difficulté sur le parcours aussi. Et Paris-Nice va y avoir un plateau exceptionnel aussi. Et on peut observer que le plateau de Paris-Nice, c'est toujours la lutte entre Tirreno, Paris-Nice, est-ce qu'on va à l'un, est-ce qu'on va à l'autre. Il y a 10 ans, Tirreno avait la main. Depuis 2-3 ans, c'est Paris-Nice qui a repris la main. Et chez AISO, Arnaud Sport Organisation, l'organisateur de Paris-Nice, ils pensent que c'est notamment lié à la difficulté sportive qu'ils offrent, le fait que le début se passe dans le vent, les bordures, ça fait vraiment bosser les gars. On retrouve de la vraie montagne, des vraies étapes difficiles. Ça attire du monde et ça va donner des belles choses. C'est vrai qu'il y a notamment un élément intéressant, et ça, je pense que ça y participe énormément, c'est le retour des très grandes ascensions sur ces étapes-là, qui était avant un truc très réservé au Tour de France, et le Tour de France et l'organisation en offre maintenant aux étapes françaises, et c'est ça qui nous attire clairement. En tant que suiveur, avant d'être comme le Grand Colombier dont tu as parlé tout à l'heure, Polo. J'avais toujours la préférence d'aller, comme tu l'as très bien dit, sur le Tirreno Adriatico, parce qu'il y avait plus de montagnes. Donc naturellement, j'étais un peu plus attiré. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on le revoit cette année avec la Colmiane sur Paris-Nice, on met des grosses montées, des montées. On l'a vu l'année dernière, mais c'est le col du Turini, il me semble, l'année dernière aussi, qui était en préparation du Tour de France. Voilà, on revient sur ça attire l'œil, très clairement. Des belles étapes. Et plus que les noms d'écoles, c'est des étapes qui résonnent et qui intéressent les grands coureurs. Cette année, j'ai pas la start list complète et personne ne l'a, vu que personne ne sait encore pour l'instant. Il y aura déjà du Roglic, Pogacar est annoncé. Chez les Français, on a Pinot, à la Philippe, Guillaume Martin, Lilian Calmejane. Ça va être une course géniale. Et puis, il y a aussi le côté... on construit un peu tu parlais des premières étapes difficiles, c'est des étapes difficiles et c'est des étapes pour Alaphilippe. On sait qu'Alaphilippe va y faire le spectacle, et ça aussi, ça rajoute un côté très intéressant à ce Paris-Nice cette saison, notamment cette saison. Et juste en un mot, ce week-end, on a la reprise, le week-end de reprise belge. On a aussi la Faune Ardèche classique et la Royal Bernard Drôme classique qui vont attirer un plateau exceptionnel entre Alaphilippe, Bardet, il y a Vincenzo Nibali, Bauke Mollema, il y a du monde qui vient, enfin des stars du monde entier qui viennent pour ces petite course entre guillemets française, neuve. Va être intéressante forcément. On a donc fait nos 3 tops. Il nous reste. Vous allez faire un flop chacun. Alors Polo, tu vas parler de Movistar. Benoît, tu vas parler de NTT. Polo, tu commences avec Movistar qui doute en ses débuts. Ouais, tu sais quoi, j'ai oublié de noter mes notes sur le Movistar. Je suis en train de le voir, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit Enric Mas derrière. Le Tour de la Communauté de Valence s'est mal passé avec Valverde en tête de. Le Tour de la Communauté de Valence s'est mal passé avec Valverde. On l'a vu là sur le Tour d'Andalousie, la Ruta del Sol, où avec Marc Soler et Enric Mas, ils ont tenté de mettre des choses en place. Mais manifestement, ni l'un ni l'autre n'a les jambes pour rivaliser au plus haut niveau. C'est quand même emmerdant, surtout quand tu vois que Mikel Landa cartonne avec McLaren. Bahreïn-McLaren, la nouvelle identité de Bahreïn-Merida. Bahreïn-McLaren, c'est ça. Bahreïn-McLaren. Et aussi de l'autre côté, un Quintana qui survole les courses françaises dont on vient de parler. Donc le rapport de force de ce début de saison pour Movistar, il n'est pas à leur avantage, et il va falloir qu'ils se bougent un peu les fesses pour inverser la tendance de ce début de saison. Et donc toi, ton flop, c'est la nouvelle identité de NTT qui était l'ancien Dimension Data, c'est ça? Ouais. Alors pourquoi c'est un flop? Qui pour le coup crée une dynamique sportive assez intéressante. Ils ont des victoires cette saison, ils en ont quasiment autant que l'année dernière déjà, qui était une mauvaise réussite. Non, c'est pas une question sportive, c'est plutôt qu'on passe donc de Dimension Data et même avant ça MTN Kubeka, qui était censé être Africa's Team, une équipe qui incarnait quelque chose, donner une place à l'Afrique dans le peloton, avec à côté de ça l'association Kubeka qui vise à donner des vélos aux jeunes enfants défavorisés pour renforcer leur autonomie et notamment leur accès à l'éducation. Et maintenant, on est devenu... Alors, NTT, c'est une boîte japonaise qui a absorbé Dimension Data et qui choisit de poursuivre son engagement dans le vélo, ça c'est très bien.
le retour de Bjarne Riis. C'est ça en fait le vrai flop, c'est ça, on va le dire très clairement, ça nous gêne. On passe de Africa's Team, qui est quelque chose de superbe, derrière quoi tout le monde peut s'engager et se retrouver, à Bjarne Riis. Qui, on rappelle, a gagné un Tour de France en avant cette dopé, mais derrière, il ne peut pas être sanctionné parce que c'était à trop. Mais qui représente du coup, en tant que coureur, une des plus grandes performances de l'EPO, et en tant que manager, il a aussi pas mal de casseroles qui l'ont obligé à se mettre en retrait. Après voilà, laissons le temps peut-être s'il n'y a jamais de cas de dopage dans son équipe sur les 10 prochaines saisons. Il est coupable de rien à l'avenir. Désormais. Après, voilà, c'est ça. Si on prend, juste un mot, la NTT par rapport à l'année dernière, c'est le jour et la nuit en termes de performance, en termes de manière de courir. Quand je vois du Nizzolo, du Ben O'Connor, ou encore hier Victor Campenaerts qui tente sa chance à 10 km de l'arrivée, il y a une vraie dynamique. Alors, je ne sais pas si c'est Bjarne Riis ou pas. Je ne sais pas quelles en sont les raisons, mais en tout cas, ils ne sont plus victimes des courses. Ils redeviennent acteurs des courses comme ils l'ont été quelques années auparavant. Ils ont pu se remettre à plat après le départ de Mark Cavendish. Et c'est une équipe qui sera forcément à suivre, comme la Trek Segafredo, par exemple. Voilà, c'est la fin de ces bonifications. On va avoir... C'est la fin de ces bonifications et on va avoir pour terminer l'émission un petit quiz. C'est parti pour le quiz. Alors la règle, Benoît, tu vas la découvrir. Pendant un quiz, on ferme l'ordinateur. Hop là, comme Polo qui semble l'avoir oublié cette petite règle. Ça fait longtemps. Alors ça va être un petit quiz, les gars. Ça va être 3 questions très simples. Vous allez regarder le retour. Il va y avoir un template sur lequel il va y avoir 2 maillots et une flèche. Ça veut dire que vous allez devoir trouver le coureur qui a fait ce transfert-là pendant l'intersaison. Super tout simplement. Ça va aider en plus nos rouleurs qui vont pouvoir remettre... Les transferts, on les voit en regardant les courses. On les révise pas trop l'hiver. Exactement. Alors, ça peut être des questions de rapidité. Ben, Tom aussi, Tom, vous pouvez y aller quand vous voulez, les gars, pour la première devinette. Quel coureur a fait ce transfert-là quand vous voulez? Pello Bilbao. Pello Bilbao. Oh, bah là, Exactement, Polo qui est passé du coup l'Espagnol d'Astana à pareil de McLaren. Je l'ai découvert il y a 3 jours aussi, donc ça va être dur de s'y remettre. Oui, c'est vrai qu'il a terminé deuxième d'une. Je sais. Il était avec Landa sur le Tour d'Andalousie. Voilà, exactement. 1-0 pour Polo. Ouais, ça va vite de ce côté-là. Il est chaud sur les transferts, Polo. Deuxième qui est paré de la. Qui est passé de Bora chez la Deceuninck. Sam Bennett. Sam Bennett, exactement, le coureur qui a, je crois, le plus gagné. Ouais, mais il n'a pas ce maillot-là, il a le maillot de champion d'Irlande. Donc, ça fait un partout. Polo, si tu veux, la meilleure justice, c'est celle qu'on se fait à soi-même. Donc, si tu remportes la dernière, tu auras gagné. Il n'y aura pas de jugement. Qui est passé d'Ineos à la Trek? Transfert qui est passé relativement inaperçu. Je sais qu'ils ont chopé Minibali, ils ont Richie Porte toujours, évidemment. Les gars, c'est un coureur chez Ineos qui était assez barré et on en était assez frustrés. Ah, c'est Alvorsen? C'est pas Alvorsen. C'est un coureur qui a fait sa formation dans une équipe française. Ouais. Vu qu'il est français. Kenny Elissonde. C'est Kenny Elissonde, les gars, bien sûr. Il était plus vraiment chez Ineos, on va dire. Non, mais je suis même pas sûr qu'il ait couru cette saison. Bah si, il a couru. Il a fait le Santos Tour Down Under, il a terminé 40e, il a fait la Race Torquay, il a fait la Cadel Evans Race, il a même fait le Tour du Haut-Var. Il a fait le Tour du Haut-Var. Il a fait le Tour du Haut-Var. Il a terminé 14e, mais c'était pas transmis. Mais c'est pour ça, l'Australie, il y a décalage horaire et le Tour du Haut-Var, c'était pas transmis. Et forcément, je l'ai mis aussi parce que on va suivre l'évolution de Kenny Elissonde. Parce que le retrouver à la Trek, ça va être forcément. Il a donné une interview où il voulait vraiment faire le Tour de France cette saison et c'était pour ça qu'il avait bougé. Il a prévu Giro, Tour de France pour le moment. Voilà les gars, on termine avec ce mot sur Kenny Elissonde. Merci Benoît d'être venu avec nous. Merci à vous, c'était un très bon moment je crois. Tu reviens quand tu veux. Quand tu veux. Avec plaisir, on se tient au courant. Un grand plaisir. Merci mon Polo. Merci à toi Joseph, c'était une très belle émission de reprise et j'ai déjà hâte d'être à la prochaine. Et tout ce dont on n'a pas parlé, on en parlera évidemment dans la prochaine émission de Roue Libre. On tient évidemment au courant de la date de cette prochaine émission. On a hâte déjà. Gros bisous les rollers. Ciao. Salut les gars, à bientôt. Ciao.